qui réalise une thèse sur les conditions institutionnelles de la production artistique sous le directorat du marquis de Marigny entre 1751 et 1773. Voilà, tout à fait. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir donné l'occasion de participer à ces journées d'études. Donc, effectivement, dans le cadre de notre thématique, je me propose aujourd'hui de vous présenter une réflexion, un nouvel éclairage sur le contrôle exercé sur les artistes lors de la passation, lors du suivi des commandes artistiques royales passées lors du directorat, donc du marquis de Marigny, directeur général des bâtiments du roi, donc pendant la deuxième partie du règne de Louis XV, entre 1751 et 1773, soit pendant près de 22 ans. Ces œuvres commandées étant destinées à leur achèvement, effectivement, à entrer dans les collections royales. Il s'agit donc de voir dans quel cas le directeur général exerce un contrôle autrement que purement administratif sur la part de création des artistes, le contexte, donc la légitimation de cette surveillance, l'ampleur de ce contrôle, éventuellement son évolution, les contestations qui peuvent se faire jour, ou les exceptions, puis son influence possible sur la composition des collections royales. Donc avant toute chose, il me semble important effectivement de rappeler très rapidement les missions de la Direction générale des bâtiments du roi, parce que c'est le cadre administratif dans lequel agit Marigny et exerce ce contrôle. Donc les missions dévolues à cette administration sont de deux sortes: édifier, entretenir les résidences royales, mais aussi donc les décorer d'œuvres peintes, sculptées, à l'exclusion du mobilier, qui lui, donc la gestion revient au garde-meuble de la couronne. Donc c'est cette dernière mission qui nous intéresse ici, car Marigny est sous la tutelle directe du roi, l'ordonnateur de la commande artistique, de la passation à la livraison, et doit aussi en assurer le paiement. Donc un petit schéma simplifié en fait de la procédure administrative de la commande royale artistique. Donc la commande royale peut être ordonnée directement par le roi ou un membre de la famille royale pour décorer ses appartements ou éventuellement en faire don à un particulier, une institution religieuse, etc. La commande peut être effectivement initiée par Marigny, qui présente donc au roi, lors des séances de travail, un projet décoratif qui est en généralement finalisé et chiffré. Et dans ces deux cas, quand l'ordre est reçu par Marigny, la machine administrative se met en route pour exécuter les ordres royaux. Donc de façon simplifiée, les artistes signent une soumission, c'est-à-dire c'est un véritable contrat qui détaille les caractéristiques formelles de l'œuvre commandée, les sujets, dimensions, formes, futur lieu d'exposition, la date de livraison souhaitée et le prix, parce que le prix est fixé par le pouvoir royal. Et donc c'est un cadre contractuel très précis, très contraignant, voire contraignant. Et donc dans ce cadre, les artistes doivent créer. Une fois la commande lancée, il y a un suivi d'avancement de l'œuvre qui est réalisé par le chargé du détail des arts. Le chargé du détail des arts, ce n'est pas une charge, c'est une responsabilité qui est en général dévolue au premier peintre du roi. C'est le conseiller artistique du directeur général des bâtiments, son intermédiaire avec les artistes, avec le monde des arts d'une façon beaucoup plus large. Il est donc chargé d'effectuer ce suivi administratif, ce suivi matériel, pour qu'il y ait au sein de la direction générale un suivi financier et comptable qui permet le versement d'acomptes éventuellement ou des frais de déplacement. L'œuvre, une fois achevée, c'est le chargé du détail des arts qui en accuse réception, c'est-à-dire qu'il vérifie sa conformité avec les termes du contrat, en fait, qui est passé, le terme de la soumission. L'œuvre peut être payée par le trésorier des bâtiments, puis elle entre dans les collections royales. Elle est placée sur son lieu de destination, qui est défini donc à l'avance, les maisons royales ou leur jardin, ou alors elle est remise au roi ou au commanditaire, qui, effectivement, l'offre éventuellement. Donc la commande artistique obéit donc, comme tous les travaux ordonnés par la Direction générale des bâtiments, à une procédure administrative qui la régit de la passation à la réception. Et dans ce cadre, la responsabilité de Marigny est de veiller au respect de ces procédures, dont la finalité, effectivement, est le contrôle de l'exécution, voire le contrôle des coûts. Mais au-delà des termes mentionnés dans les soumissions et du contrôle administratif effectué, certaines réalisations sont soumises également à un contrôle de la création artistique proprement dite de la part de Marigny, qui intervient directement ou par l'intermédiaire du chargé du détail des arts auprès des artistes. Il n'y a strictement aucune règle en la matière et chaque commande, évidemment, se révèle différente. Donc pour connaître et analyser ce contrôle, sa mise en œuvre, sa forme, son étendue et éventuellement le rôle qui joue Marigny directement, il y a la correspondance, on a à disposition effectivement des archives très importantes, aux archives nationales, la correspondance administrative du directeur général, avec tous les acteurs des bâtiments et particulièrement celle qu'il a avec le chargé du détail des arts, et ses échanges directs, éventuels, avec les artistes eux-mêmes. Donc les sources écrites sont assez importantes, sachant qu'une partie non écrite, en fait, doit exister et nous échappera effectivement toujours.
Donc, plusieurs commandes royales sont particulièrement bien documentées dans ce cadre, permettant d'appréhender donc ces termes de réflexion. Le premier exemple est dès le début du directorat, en 1753. C'est la commande passée par la reine Marie Lesetska en février donc 1753 pour 2 tableaux sur le thème de l'évangélisation de la Chine pour son appartement du château de Versailles. Pour tout vous dire, en fait, c'est vraiment le déroulement en fait, de cette commande, le contrôle étroit, les documents conservés, qui au départ m'ont vraiment intriguée et puis orientée vers ce sujet, et j'ai voulu savoir en fait qu'est-ce qu'il en était effectivement d'une façon plus générale. Donc cette commande est confiée à Joseph-Marie Vien, qui reçoit donc les consignes d'exécution habituelles, hein, comme dans toute soumission, l'emplacement prévu, le sujet, les dimensions, la forme, tout ça, mais aussi, je cite, la manière dont il faut que ces 2 tableaux soient composés et peints. Donc, muni de ces instructions, Vien doit faire des esquisses préparatoires qui seront présentées à la reine elle-même. Et après cette présentation, en fait, là je vous mets un long texte parce qu'en fait c'est vraiment une lettre qui est quasiment unique en fait. Le contrôle exercé et les consignes sont si strictes en fait qu'aucune liberté créatrice n'est laissée à l'artiste. Et cette lettre le montre de façon explicite puisqu'effectivement tout est détaillé jusqu'à la proportion en fait des personnages. Il faut qu'ils mettent les bras d'une certaine façon, qu'ils soient habillés d'une certaine façon, que l'horizon soit fait d'une certaine façon. Il faut le faire le plus exactement possible qu'il pourra, avec le plus de diligence. Bon ça ils veulent toujours que ça soit fait pour demain. Mais ces tableaux dans le goût que Sa Majesté le désire. Voilà. Donc malheureusement, le dessin préparatoire n'est pas conservé, mais le tableau de Saint-François Xavier arrivant à la Chine, lui, est conservé dans le château de Versailles. Il montre effectivement, manifestement, que le peintre s'est conformé aux directives de la reine, puisque effectivement, on retrouve exactement le placement des figures tel qu'il était désiré. Donc cette commande en fait de 2 tableaux, le deuxième n'est pas conservé, le deuxième tableau qui représentait saint Thomas prêchant les Indiens n'est pas conservé, mais il a dû effectivement être aussi approuvé par la reine et placé, on sait qu'il a été placé effectivement dans les appartements royaux. Alors une autre commande est passée en 68, toujours au même peintre, à Vien, c'est un hasard en fait, et qui fait aussi l'objet d'un contrôle très étroit, puisqu'ici on a les directives qui sont données directement au peintre, à Joseph-Marie Vien par Marigny, directement, il lui donne le thème et l'iconographie. On y verra Robert, il faut que ça soit fait à travers nos nuages, voilà. Donc le sujet est donné, la visite de Saint-Louis et de Marguerite de Provence à Saint-Thibaut de Marly, donc des recommandations très précises. Et d'après les sources, 2 esquisses sont présentées au roi et une est approuvée. Donc voilà, la source Charles-Nicolas Cochin, donc c'est le chargé du détail des arts à cette époque, en 1768 là, en l'occurrence. Donc voilà, le roi, sous les yeux de qui j'ai mis monsieur, les dessins que m'avait envoyé pour les tableaux qu'il demande, a fort goûté celui de monsieur Doyen, puisqu'il y a une autre commande aussi, qui pourra l'exécuter sans aucun changement. Par contre, des 2, le roi a fait choisir celui où Saint-Thibaut présente une corbeille de lys avec quelques changements que j'ai expliqués en bas. Malheureusement, les changements ne sont pas conservés sur le document aux archives, mais on voit qu'effectivement, le peintre s'est conformé aux directives du roi. Le dessin préparatoire est conservé. On ne sait pas si c'est celui qui a été présenté effectivement à Louis XV, en 68, mais en tout cas il est très ressemblant avec le tableau achevé qui lui est conservé donc toujours au château de Versailles. La seule chose qu'on peut voir, c'est une différence dans les costumes en fait, dans les costumes des souverains de Saint-Louis et de Marguerite de Provence, qui effectivement ne sont pas tout à fait pareils. Ce qui est intéressant ici, c'est en fait cette commande donc comprend un deuxième volet en fait, qui lui un deuxième tableau, un tableau d'autel pour la chapelle de Bellevue, qui est commandé lui à François Doyen. Pareillement, là le dessin préparatoire n'est pas conservé, mais il doit être soumis au roi. Le roi l'approuve et là le tableau représentant l'adoration des mages effectué en conséquence. Il est conservé non pas à Versailles, dans une église en province. Donc tout au long du directorat, les sources conservées font état de plusieurs interventions de Marigny, effectivement, auprès des artistes chargés des commandes royales. Dès le début du directorat, effectivement, toujours en 1953, une grande commande de sculpture est passée à Jean-Baptiste Pigalle. Il doit réaliser le mausolée du maréchal de Saxe, grand militaire au service de Louis XV. Et ce projet, en fait, fait l'objet d'un contrôle très étroit de Marigny. Il n'hésite pas à donner des directives iconographiques aux sculpteurs. Il propose
des changements dans le placement des figures, dans leur expression, et même les inscriptions qu'il serait utile de graver sur le monument. Alors évidemment, ce monument est conservé. Il est à Strasbourg, il est actuellement conservé, il a été placé à son achèvement en 1776, dans l'église luthérienne de Saint-Thomas de Strasbourg. Il est toujours conservé dans cette église. Et effectivement, on voit, si on regarde bien, on voit effectivement que les changements suggérés ont été effectués. En 1966, une autre grande commande de sculpture est faite, là en l'occurrence à Guillaume Coustou, en 1966. Donc c'est un mausolée que le roi décide d'ériger à la mémoire de son fils, le dauphin, décédé en décembre 1765. Et dans cette commande, effectivement, dans cette grande commande royale, la place que se donne Marigny est là effectivement très très large, puisqu'il prend en charge là tout le suivi, il ne passe pas par le chargé de détail des arts, il prend en charge tout le suivi administratif, financier de cette commande, directement avec l'artiste, directement avec Coustou. Et lors de la passation, les projets lui sont présentés et il suggère des changements iconographiques. Donc voilà, il choisit effectivement les projets qu'il va soumettre au roi, et après M. Coustou a fait l'esquisse, les changements que vous y avez souhaités, et enfin il a tout lieu d'en attendre un beau morceau. Donc les changements effectivement là ne sont suggérés par Marigny, ne sont pas détaillés, mais il intervient en fait directement. On sait que le modèle en plâtre est présenté au salon de 1769. Et bien qu'aucune source n'y fasse référence, on imagine parfaitement que ce modèle en fait a été présenté à Marigny pour approbation avant d'être présenté au salon. Donc il intervient vraiment directement pour la réussite totale de cette commande qui intéresse directement le roi. Donc dans cette présentation, effectivement, je peux pas ne pas citer la grande commande picturale du directorat du marquis de Marigny, puisque c'est lui-même qui l'a initiée, aussi en 1753, c'est un hasard, c'est la série des ports de France, faite à Joseph Vernet. Donc en fait, elle est vraiment exceptionnelle parce que, d'abord par son ampleur, 20 tableaux sont commandés directement à Joseph Vernet, 15 seront effectivement réalisés. Elle est également par sa durée, puisque la commande va durer plus de 10 ans, entre 1753 et 63. Elle est surtout exceptionnelle par le but documentaire en fait, qui lui est fixé, qui est clairement énoncé dans le mémoire que Marigny présente au roi pour approbation. Remplacer des œuvres peintes avec vérité, je cite, l'inspection qui pourrait être faite des ports choisis. Donc les caractéristiques des tableaux sont définies dès l'origine. Et l'importante correspondance conservée entre Marigny et Vernet, qui lui, Marigny s'implique directement puisqu'il converse, si j'ose dire, il correspond avec l'artiste tout au long de son périple en France, autour de Méditerranée, Atlantique, Manche, puisque s'il fait le tour de France, il s'implique entièrement. Et dans chaque port, avant d'effectuer chaque tableau, le peintre rend compte à Marigny de sa façon d'envisager la représentation. Il demande à Marigny son sentiment. Alors je crois, voilà, j'ai mis quelques extraits en fait de leur correspondance qui est surabondante. Nous avons des dizaines de lettres en fait pendant ces 10 ans. Donc il demande à Marigny son sentiment quant au point de vue qu'il a choisi, aux scènes et aux personnages qu'il doit représenter, et il attend ses instructions. Donc à plusieurs reprises, Marigny donne à Vernet ses instructions pour que les tableaux soient réalisés suivant le but qui est fixé, et surtout l'itinéraire aussi qui a été fixé par le roi. Donc ici, je vous donne aussi quelques échanges pour le port de Sète en 1756. Vos tableaux doivent réunir 2 mérites, celui de la beauté pittoresque et de la ressemblance. Il faudrait que le devant de vos tableaux fût de la pleine mer et conséquence que le port, il donne des indications précises. Et finalement, après moultes échanges, Marigny se rend aux arguments de Vernet et accepte des petits changements, et là il parle finalement de vous livrer à votre génie dans le tableau de ce port. Donc effectivement, il reconnaît d'une certaine façon que les indications trop précises, que les directives effectivement vraiment très contraignantes peuvent venir, il emploie très souvent ce terme, surtout à propos de Vernet, il nuise au génie, c'est-à-dire au talent que le peintre peut effectivement mettre dans la représentation qui lui est commandée. Donc, sans vouloir schématiser, ni faire un état détaillé de tous leurs échanges, la position de Marigny reflète donc une grande attention à l'iconographie pour que les tableaux commandés atteignent le but fixé.
Il entend effectivement laisser aussi le génie de l'artiste s'exprimer, montrant effectivement aussi la confiance qu'il peut avoir en lui. Et il faut noter dans cette grande commande qu'aucune esquisse, dessinée ou peinte, n'est envoyée à Paris par Vernet. Cela est peut-être dû à la distance, qui nuirait effectivement au déroulement, à l'exécution rapide entre guillemets de la commande, mais aussi que Vernet affirme en 65 à propos d'une autre commande qui n'est pas une commande royale, une commande à un commanditaire privé, il dit « Je ne suis pas habitué à faire d'esquisses pour mes tableaux et je n'en ai jamais fait ». Donc effectivement, tout le contrôle, qui marque effectivement une certaine confiance dans le talent du peintre, tout le contrôle en fait se fait par écrit et de façon directe, puisque c'est une des rares commandes où le chargé des détails des arts n'intervient absolument pas. Il y a vraiment une correspondance directe, très fréquente, très abondante, très détaillée. Le chargé des détails des arts intervient pour des problèmes purement matériels, d'encadrement, de réception des tableaux, de présentation au salon, enfin voilà, des choses vraiment marginales, mais pas dans le déroulement vraiment effectif de la commande. Donc Marigny se révèle donc particulièrement actif pour l'exécution des projets artistiques, lesquels doivent obéir donc aux directives données en fonction des buts fixés, de la destination des œuvres et en fait de la satisfaction du commanditaire final qui est le roi, tout simplement. Donc pourtant, au fil des années, les sources conservées, je vous ai mis le port de Sète, excusez-moi, le port de Sète, pour voir cette très belle représentation de Joseph Vernet. Donc, finalement, au fil des années, les sources conservées ne font plus état de directives aussi précises, aussi contraignantes de ce type de Marigny envers les artistes. Et lors de grandes commandes, Marigny, par l'intermédiaire du chargé des détails des arts, laisse finalement une grande part de liberté aux artistes. On voit une nette évolution. Donc, en premier lieu, il y a le domaine de la sculpture. Effectivement, en 66, le remaniement d'une grande commande statutaire qui avait été lancée en 1752, dès le début du directorat, pour la décoration des jardins de Choisy, le bosquet de la Paix. Et donc à ce moment-là, en 66, après moult péripéties, puisque les statues n'ont pas été sculptées tout simplement, Augustin Pajou se voit confier la réalisation d'une Minerve, initialement qui est commandée d'abord à Schlott, puis à Falconet, enfin bref. Donc 15 ans après, finalement, la statue n'est toujours pas exécutée. Et là, Marigny, en fait, accepte le changement iconographique proposé par Pajou. La figure de Minerve devient une Vénus Uranie. Ce qui est intéressant ici, effectivement, c'est pas le déroulement en fait de tous ces rebondissements, mais le fait de cette acceptation. On peut imaginer, il ne le dit pas, il dit ça sera pour faire éclater les talents de l'artiste, ça sera plus favorable à développer ses talents, il l'exécutera avec beaucoup plus de satisfaction. Mais en fait, on pense que c'est pour accélérer son exécution, puisque en laissant peut-être une part de liberté, peut-être que l'artiste sera plus propice à exécuter effectivement la commande royale. Alors ça ne se réalisera pas parce que malgré cette libéralité, effectivement, Augustin Pajou finalement n'honorera jamais cette commande et cette statue ne sera effectivement jamais sculptée. Donc dans le domaine de la peinture aussi, on voit un changement en fait, peut-être d'attitude, peut-être de vision en fait, je ne sais pas. C'est lors de la commande picturale qui est lancée en 70 pour orner les petits appartements du roi au château de Versailles. Donc Marigny confie à Jean-Baptiste Marie Pierre, qui est là à cette époque en 70, premier peintre du roi et chargé du détail des arts, parce qu'il y en a eu plusieurs au cours du directorat, ils se succèdent. Le soin de lui proposer des artistes et de concocter, en fait, si j'ose dire, de concevoir un programme iconographique cohérent, complet, pour la décoration des appartements royaux. Donc Pierre s'exécute, mais il précise alors à Marigny qu'il ne voit celui-ci que comme un canevas, en fait, et conseille à Marigny de laisser aux artistes pressentis une entière liberté de création pour ne point donner d'entrave à leur génie. Donc là, c'est effectivement très clair. Marigny agrée ses choix et affirme également vous pouvez les distribuer 2 à 2 à chacun, sans leur imposer néanmoins la loi des sujets que vous me proposez. Je sais combien ces sortes d'entraves sont gênantes pour un artiste et nuisent à l'exécution de son ouvrage. Alors effectivement, il y a vraiment un changement d'attitude, mais malheureusement, dans le cas présent, le programme iconographique qui est conçu par Pierre n'est pas conservé, on ne le connaît pas, il est donc difficile de savoir si les peintres
qui sont Gabriel Briard et Jean-Baptiste Huet, qui livrent chacun 2 tableaux, on ne sait pas s'ils le respectent ou s'en affranchissent, d'autant plus que là, il y a vraiment un manque, puisque la soumission des artistes n'est pas conservée, et les œuvres livrées non plus. Donc voilà. Ce qui ressort ici, effectivement, c'est quand même un changement de vision dans la commande royale pour, effectivement, je pense, la parfaite exécution pour le service du roi. Alors en définitive, quelle réflexion peut nous inspirer ces quelques exemples en fait, d'intervention directe auprès des artistes lors de la réalisation de ces œuvres qui leur sont commandées par l'administration royale? Tout d'abord que le contrôle administratif est constitutif de la commande artistique royale, comme tous les travaux ordonnés par la Direction générale des bâtiments. Il s'y superpose un contrôle de la création artistique en elle-même, dans un but bien compris que les œuvres réalisées soient conformes au désir et au goût, puisqu'il parle aussi du goût du commanditaire, et parfaitement adaptées au lieu auquel elles sont destinées. Marigny interfère donc dans le processus créatif en soumettant à un jugement l'esquisse ou le modèle qui est la concrétisation de l'idée de l'artiste, le moment où tout est possible, et là ça doit être contrôlé. Donc le support, c'est un support qui permet d'affiner le projet, de le soumettre à des directives précises. Il a donc une fonction purement pratique et on l'a vu, aucun artiste employé par l'administration royale ne peut se soustraire à ce jugement. Il ajoute, il modifie, il retranche, il transforme en fait son œuvre, sauf le cas particulier de Vernet, effectivement, dont les directives sont données à distance sans qu'aucun travail préparatoire ne soit réalisé. Donc pour porter un jugement, Marigny ne regarde pas ici le faire, mais la composition elle-même. Le faire, c'est-à-dire le talent de l'artiste qui doit intervenir après ces directives. À ce stade, en fait, le seul impératif est de respecter les consignes. Effectivement, ça peut sembler étonnant dans ce domaine, effectivement, celui de la liberté créatrice, mais pas dans ce cas-là, parce que ce contrôle fait partie des compétences du directeur général des bâtiments, de son devoir d'exécuter les ordres royaux, mais s'exerce bien sûr différemment suivant les commandes. En ce sens, on peut vraiment voir qu'il y a un rapport étroit entre l'étendue du contrôle artistique fait et la proximité de cette commande avec le roi ou le commanditaire royal. C'est en effet particulièrement lors de ces commandes que Marigny redouble de surveillance, que son implication est totale, qu'aucune liberté créatrice n'est laissée à l'artiste, la création est subordonnée aux desiderata exprimés. Il faut aussi remarquer que sur la totalité des commandes qui sont passées pendant 22 ans sous ce directorat, par l'administration royale, les interventions directes de Marigny se révèlent finalement, d'après les sources conservées, assez peu fréquentes finalement. Assez peu fréquentes. On peut retenir aussi que cette surveillance de la création exercée par Marigny ne semble pas entrer dans un dessein plus large de composer une collection d'œuvres peintes ou sculptées définies à l'avance selon un but précis. Aucune source n'en fait mention, vraiment aucune. Et les interventions, en fait, on peut voir qu'elles sont vraiment trop peu fréquentes pour ça. Effectivement, au fil du temps, une évolution dans la forme, la teneur des directives, qu'il est objectivement difficile d'expliquer. Comme je vous disais, d'abord, il ne faut pas y voir un désengagement de Marigny de son rôle d'ordonnateur de la commande artistique, mais lorsqu'aucune directive royale n'est donnée, une façon peut-être de laisser s'exprimer le talent des artistes, comme je vous disais, peut-être pour les encourager à exécuter plus rapidement, entre guillemets, les commandes qui leur sont passées, parce que le problème de la livraison des commandes royales artistiques est un problème. Donc en définitive, c'est quelques cas spécifiques à un phénomène qui se relève marginal et qu'il faut remettre dans son contexte, mais ils permettent de comprendre en fait l'organisation administrative de la commande royale, la façon qu'a Marigny de s'en servir, les procédures, les règlements en place permettent cette surveillance qu'on peut dire, elle sert à l'utile en fait, entre guillemets. Elle est utile pour le roi. Donc Marigny reste un administrateur qui se conforme à sa mission première, donc exercer un contrôle total de l'édifice administratif pour exécuter avec efficacité, voire économie, les ordres du roi, devant qui il est le seul responsable. Voilà, je vous remercie.